Guinée, accusé d'usage abusif de la force sous couvert du Covid-19. Le gouvernement s'est défendu et accusé à son tour Human Rights Watch de parti pris systématique pour l'opposition, pourtant responsable des violences selon lui. Les autorités mauritaniennes ont assoupli les mesures de restriction de liberté liées au Covid-19, mais les fidèles ont ignoré les appels au respect des mesures de distanciation sociale durant la prière. La Tanzanie a annoncé vendredi qu'elle avait reçu à son tour une première livraison de Covid organique, un breuvage présenté par le président malgache comme un traitement efficace contre le coronavirus, mais que l'OMS déconseille. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Soudan. La justice continue de dissoudre le système de l'ancien régime. Des biens appartenant à de nombreux proches de l'ex-président Omar el-Béchi sont en train d'être saisis par la justice. Reportage. Le comité spécial créé en décembre dernier est chargé de démanteler le réseau de corruption de l'ancien pouvoir soudanais tombé il y a un an. A annoncé ce jeudi soir que des biens appartenant à de nombreux proches de l'ex-président Omar el-Béchir sont en train d'être saisis. La taille de la corruption pendant le règne d'Omar el-Béchir dépasse ce qu'on pouvait imaginer, a déclaré Wadi Saleh. Membre du comité chargé de récupérer les richesses spoliées par l'ancien régime, lui et ses collègues ont égrené les biens saisis. Il s'agit de nombreuses propriétés, parfois luxueuses, ainsi qu'environ 100 000 mètres carrés de terrain. Tout cela appartenant à une vingtaine de proches de l'ex-président, qu'ils soient beaux-frères, nièces, neveux ou encore anciens ministres. Ces biens saisis seront remis au ministère des Finances soudanais. Depuis décembre, cette institution donne des coups de boutoir à la galaxie Omar el-Béchir, qui perd rapidement ce qu'elle a accumulé en presque 30 ans de règne. Mais ces opérations main propres ne sont pas sans controverse, car le comité lui-même comprend des responsables de l'ancien pouvoir. Déjà condamné à 2 ans de prison, Omar el-Béchir est sous le coup d'autres procédures pour le meurtre de manifestants ou son rôle dans le coup d'État de 1989. Le gouvernement guinéen s'est défendu ce vendredi contre les accusations d'usage abusif de la force sous couvert du Covid-19. Il a accusé Human Rights Watch de parti pris systématique pour l'opposition, pourtant responsable selon lui des violences. L'ONG Human Rights Watch a accusé les forces de sécurité guinéennes d'avoir poursuivi les actes de harcèlement et d'intimidation et les arrestations arbitraires de membres de l'opposition après l'apparition du Covid-19 en mars dernier. Disant s'être entretenue avec une trentaine d'interlocuteurs, elle a exprimé dans un communiqué publié le 29 avril l'inquiétude que le gouvernement instrumentalise la crise sanitaire comme excuse pour réprimer la dissidence et bafouer les droits humains. Mais le gouvernement s'est défendu ce vendredi contre ces accusations. Dans une première réaction publiée ce vendredi, le ministère de la Sécurité récuse les mots de répression violente contre l'opposition et parle d'opérations de maintien de l'ordre. Il réfute aussi catégoriquement que les arrestations de membres de l'opposition aient été arbitraires. Le ministère n'exclut pas d'éventuels dérapages de membres des forces de sécurité, mais il accuse Human Rights Watch de passer sous silence les exactions qu'il impute à l'opposition ainsi que les efforts des autorités pour améliorer le comportement des policiers et des gendarmes. Le ministère tasse les ONG des droits humains de tendance à systématiquement dénoncer le seul gouvernement. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est alarmé vendredi de l'escalade des violences en Ituri dans cette partie du nord-est de la République démocratique du Congo. 200 000 personnes ont été jetées hors de chez elles depuis le mois de mars dernier. En République démocratique du Congo, le Haut Commissariat pour les réfugiés reste alarmé par l'actuelle flambée d'attaques violentes contre les populations locales dans la province d'Ituri. Plus de 200 000 personnes y ont été forcées de fuir leur maison ces 2 derniers mois, d'après le porte-parole de l'agence lors d'une conférence virtuelle. En Ituri, les militaires de l'armée régulière combattent le groupe armé Codeco.
Ce dernier prétend défendre les intérêts de la communauté Lendou, majoritairement agriculteurs, face à une autre communauté, les Ema, éleveurs et commerçants. Plus de 700 civils ont été tués dans ces nouvelles violences depuis décembre 2017, d'après les Nations Unies qui parlent d'un possible crime contre l'humanité. Les violences s'intensifient depuis le lancement en décembre 2019 d'une opération militaire sous commandement des forces gouvernementales contre plusieurs groupes armés dans la province. Et l'escalade s'est encore accentuée à la mi-mars avec des contre-offensives menées par ces mêmes groupes. Le HCR et ses partenaires indiquent avoir recensé plus de 3000 graves violations des droits humains dans le territoire de Djougou au cours des 2 derniers mois, avec au moins 50 attaques par jour contre la population locale. Le Haut Commissariat pour les réfugiés s'inquiète aussi du manque d'accès des organisations humanitaires aux populations locales dans les territoires de Djougou et de Mahagi, ainsi que de la menace de pénurie alimentaire. La Tanzanie a reçu ce vendredi le soutien de Madagascar pour les médicaments contre le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement tanzanien, Hassan Abbas, dans un message sur son compte Twitter. La Tanzanie a annoncé ce vendredi qu'elle avait reçu à son tour une première livraison de Covid organique. Il s'agit d'un breuvage présenté par le président malgache comme un traitement efficace contre le coronavirus, mais que l'OMS déconseille dans l'attente d'une étude scientifique fiable. Ces derniers jours, Madagascar a livré dans plusieurs pays du continent ce breuvage à base d'artémisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme, en affirmant qu'elle prévenait, voire soignait le Covid-19. Mais l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde ce jeudi contre l'adoption d'un produit qui n'a pas été soumis à des tests pour en vérifier l'efficacité, et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a également déclaré qu'il devrait être testé rigoureusement. La responsable de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a exhorté le gouvernement malgache à faire tester son produit lors d'essais cliniques afin de vérifier son efficacité et sa sécurité sur les populations. Le ministre de la Santé tanzanien, Umi Mwalimu, a déclaré toujours ce vendredi que le gouvernement recommencerait à donner des mises à jour régulières sur le Covid-19 après des améliorations de l'infrastructure des laboratoires du pays. La Mauritanie peut toucher par le Covid-19, a annoncé mercredi dernier, alléger les mesures restrictives de liberté prises contre la pandémie. Ce vendredi, soit 2 jours après cet assouplissement, eh bien, des fidèles se sont empressés pour se rendre dans les mosquées, surtout de la capitale Nouakchott. Les autorités mauritaniennes ont autorisé l'ouverture des mosquées pour la prière du vendredi et appelé les fidèles au respect des mesures de prévention. Un appel qui semble avoir été ignoré avec un non-respect de la distanciation et l'absence quasi générale du port du masque à la grande mosquée de Nouakchott. Vraiment, cette pandémie nous avait vraiment mis dans un clou. On ne savait pas, mais avec cette ouverture, on a encore espoir. On peut prier, on peut demander à Dieu que Dieu exauce nos prières et qu'il nous enlève en fait, tout ce qui arrive aux musulmans, c'est ce qu'on appelle Bala. En réalité, c'est pour nous une fête. Nous remercions l'État pour l'intérêt qu'il accorde au peuple. Nous demandons à tous les gens de s'entourer des mesures préventives, notamment la distanciation pendant la prière. Pour l'instant, nous sommes avec l'État. Nous l'en remercions pour cette décision. Cependant, nous attirons son attention, quels que soient les événements qui se produiraient, que tout soit permis, sauf la suspension de culte dans les mosquées. Les autorités mauritaniennes ont aussi décidé de reculer de 2 heures. Le couvre-feu désormais en vigueur de 23 heures à 6 heures locales et GMT. Les restaurants vont rouvrir, mais uniquement pour des plats à emporter. Les frontières avec les pays voisins restent quant à eux fermées, ainsi que les écoles, les aéroports et la circulation entre les 13 régions. Notons que les autorités mauritaniennes ont officiellement déclaré 8 cas de contamination, dont 6 guéris et 1 décès. Une seule personne est officiellement sous traitement.
Malgré la propagation du nouveau coronavirus dans la corne de l'Afrique, la vie suit son cours dans la capitale somalienne. Le gouvernement tente toutefois de sensibiliser la population à l'épidémie de Covid-19 avec des panneaux d'affichage pendant le Ramadan. Le gouvernement somalien a instauré un couvre-feu nocturne dans la capitale Mogadiscio et demandé aux fidèles musulmans de rester chez eux alors que l'épidémie de coronavirus se répand rapidement. Mais le mois sacré du Ramadan a débuté et les fidèles ne voient pas de meilleur moment pour se consacrer à leur foi musulmane. En Somalie, 39 décès dus au Covid-19 ont officiellement été recensés. Mais ce chiffre est probablement fortement sous-évalué tant la Somalie manque de ressources face à la pandémie. Dans la ville de Mogadiscio, où les mesures de prévention sont appliquées bon gré mal gré ou parfois complètement ignorées, de nombreuses tombes sont activement creusées pour absorber l'afflux de morts inexpliqués. Le nombre de cas connus de coronavirus a été multiplié par 14 depuis la mi-avril pour atteindre 873. Mais les autorités sanitaires soupçonnent qu'il est en réalité bien plus élevé, car le nombre de tests pratiqués est très restreint. Face à la situation, les organisations humanitaires craignent que l'État central somalien, déjà confronté à l'insurrection armée des islamistes Shebab, à une invasion des criquets pèlerins et à de graves inondations, ne soit plus du tout capable de faire front si l'épidémie devait encore empirer. Les rues, marchés et mosquées de Mogadiscio restent aussi animés qu'en temps ordinaire. Le couvre-feu s'est révélé inutile, surtout en cette période du Ramadan où les Somaliens se rendent de visite chaque soir pour rompre ensemble le jeûne et prier avec encore plus de piété que d'ordinaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA.